Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour vos nombreux retours positifs et vos partages de la vidéo de la semaine dernière sur l'émotion de la colère. Je crois que ça parle à nombreux d'entre nous. Cette semaine, nous allons donc aborder la résilience émotionnelle plus exactement. Plus qu'une émotion en particulier, il s'agit d'un véritable processus et en fait je suis convaincue de l'utilité de définir ou redéfinir évidemment cette notion en ces temps où elle risque d'être utilisée un peu à tort et à travers et d'être galvaudée. Alors évidemment, moi-même, je ne détiens pas la vérité sur ce que c'est que la résilience. Je vais donc m'appuyer sur les explications de chercheurs, de neuropsychiatres, de professeurs en psychologie clinique. À ce stade, certains pourront se dire que tout ça est un peu vague par rapport aux semaines précédentes ou ne verront pas l'utilité de traiter la résilience. À toutes et à tous, je demande un peu de patience. Je vais tout faire pour, je vous le promets, pour que ces prochaines minutes ne soient pas perdues pour vous. Alors tâchons d'apporter une première définition. On appelle résilience la reprise du développement après un traumatisme ou un vécu dans des conditions adverses au-delà de ses limites. Lorsqu'on a un trauma, ça peut être un accident, une maladie, une guerre, etc., soit on s'en remet pas, c'est-à-dire qu'on ne parvient pas derrière à une nouvelle évolution, on subit un syndrome psychotraumatique, soit on parvient à s'appuyer ensuite sur plusieurs facteurs qui vont permettre de reprendre une évolution qui sera différente. Ce concept, on doit principalement son développement en France grâce notamment à Boris Cyrulnik, qui est neuropsychiatre et écrivain, qui a fait, on pourrait dire, de la résilience un peu sa compagne de vie. Je vais d'ailleurs emprunter pas mal de ces mots pour étayer mon propos, donc je le remercie par avance. Et puis moi, je vous invite à cultiver votre curiosité et d'aller lire ses écrits et ses interventions qui sont extrêmement accessibles pour nous et passionnantes. Pour la définir un peu autrement, voici une métaphore qui m'a bien plu et qui démontre à quel point la résilience est l'un des processus les plus incroyables de l'être vivant. Prenons l'exemple d'un incendie. La faune et la flore sont détruites et pourtant, quelques mois, quelques années après, la nature, on dit, reprend ses droits. La végétation repousse, la faune revient, mais en fait différemment, avec d'autres espèces. C'est tout un écosystème qui va se remettre en place, mais un écosystème différent. Cette nouvelle organisation, elle n'est pas plus forte que l'ancienne, elle n'est pas moins forte, elle n'est pas plus fragile, elle est juste différente. Pour ce qui est de notre chère espèce humaine, la résilience, elle s'entend de manière complexe, sous plusieurs dimensions, émotionnelle, psychique, intellectuelle, corporelle, etc. Je ne suis ni médecin ni thérapeute, je ne m'aventurerai donc pas à définir plus en avant la résilience, notamment sur le plan psychique et intellectuel. Une nouvelle fois, je vous renvoie à ce qui existe et la littérature est vraiment très importante là-dessus. Mais les émotions sont-elles évidemment au cœur de notre sujet depuis le début de cette crise. Donc je vais me pencher sur la résilience émotionnelle dans le cadre du Covid-19. Pour ça, j'ai contacté un psychologue clinicien psychothérapeute, Damien Corubolo. Bonjour Damien. Bonjour. Alors déjà, est-ce que vous pourriez nous aider à définir ce que signifie la résilience émotionnelle ? Pour le définir, j'utiliserai aussi un autre mot qui pourrait ressembler. J'utiliserai le terme de flexibilité. La capacité à s'adapter, à recevoir et à pouvoir transformer et à réagir, à répondre même, je dirais plutôt, à une émotion. On n'a pas tous le même lien à nos émotions. Il y a des personnes qui sont plus distantes vis-à-vis de leur ressenti émotionnel, certains qui sont plus ou moins proches. Et disons que dans des contextes particuliers, comme celui qu'on vit actuellement, pour certaines personnes qui avaient une vie quand même assez cadrée, habituelle, ça peut venir dépasser ce qu'ils connaissent et ce qu'ils ressentent en général. Je dirais qu'il y a des gens qui sont déjà plus ou moins habitués à ressentir des émotions et leur intensité de façon différente les unes des autres. Donc pour certains, ça peut être plus décontenançant que d'autres. On sait que cette crise va se reproduire certainement. C'est quelque chose que notre génération notamment n'a pas connu. Qu'est-ce qu'il va nous falloir en termes de conditions, entre guillemets, pour être résilient ? Je dirais qu'on est quand même dans une génération où on a de meilleures stratégies de régulation des émotions, ou en tout cas c'est mieux transmis. On nous apprend, je pense tout bêtement, un film que je trouvais génial, qu'il faut montrer à tous les enfants, c'est Vice Versa.
où en fait nos parents ne nous parlaient jamais vraiment d'émotions. Aujourd'hui, je crois qu'on est une génération qui apprenons, on commence à avoir des outils qui commencent à être plutôt connus sur la façon de pouvoir gérer nos émotions. Et ça, c'est quelque chose d'assez récent. Du coup, je pense que ça peut être une réelle force face à ce qu'on vit pour pouvoir mieux gérer les nouvelles émotions qui nous assaillent, surtout dans un contexte qui est très particulier. Alors, il y a quelque chose qu'il faut comprendre aussi, c'est que la résilience ne veut pas dire effacer, bien au contraire. Expliquez-nous. Alors la résilience, c'est absolument pas effacer, c'est ce qu'on travaille principalement avec nos patients sur la question des traumatismes. Je vais parler du deuil. Le deuil, c'est pas forcément le deuil quand on perd une personne, c'est simplement traverser une épreuve, passer d'une étape à une autre, quand il y a effectivement un changement. Face à un deuil, face à la perte d'un état, je vois qu'il y a des doubles mouvements qui se passent chez mes patients, où d'un sens, il y a ces moments où ils prennent conscience complètement de ce qu'ils viennent de perdre, et d'autres moments où ils font comme si ça n'était pas arrivé. Du coup, là, nous, thérapeutes, on travaille vraiment à ce qu'il y ait une prise de conscience de ce qui vient de passer. Ça ne doit pas être brutal, mais toute l'idée est de vraiment faire attention à ce que la personne ne parte pas vers un déni de ce qui est arrivé, de faire comme si ça n'était pas arrivé. Là, pour moi, ça serait effacé. Du coup, l'idée, bien sûr, la résilience, c'est vraiment la capacité à absorber ce qui vient de t'arriver, mais vraiment d'osciller entre ces deux mouvements, entre effacer et prendre conscience complètement. C'est vraiment cet équilibre à trouver parce que, effectivement, l'un des risques, entre guillemets, de notre système, c'est d'abord d'avoir une mesure de protection qui serait capable d'effacer l'événement traumatique. Et comme vous le dites, il faut à la fois essayer de l'intégrer, de le digérer pour passer à autre chose, mais malgré tout, il faut y accorder du temps et surtout émotionnellement déjà, quoi. C'est exactement ça. Si on se situe dans le cas du Covid, même au niveau de notre état, de ce qui va se passer, ça sera un événement qui sera arrivé. On sait que progressivement, on sera déconfiné, mais que tout ne va pas arriver. On va pas retrouver la vie d'avant d'un coup. En même temps, il faudra savoir nous rappeler ce qui s'est passé, mieux savoir prévenir, mais que ça ne prenne pas toute la place. On ne pourra pas s'arrêter de vivre pour autant. Simplement, on devra être plus prévenant et être capable de pouvoir réagir plus rapidement si jamais, par exemple, il y avait une seconde vague ou si un nouveau virus apparaissait dans les années à venir. J'explique souvent à mes patients que des fois, c'est une chance d'avoir eu des difficultés. Et que du coup, face à ce qu'on vit là, c'est plutôt important d'accepter que nos états émotionnels varient. Actuellement, je le vois chez mes patients qu'il y a une plus grande variabilité émotionnelle par rapport à d'habitude. Il y a des personnes qui sont plus anxieuses, il y en a qui sont plus déprimées, il y en a qui sont plus agacées. Mais que c'est complètement ok d'être avec ça. En fait, ce qui est important, c'est surtout d'accepter d'être confronté pour pouvoir trouver des stratégies de réponse à ça. En fait, c'est pour ça que c'est important d'avoir une vie émotionnelle qui soit relativement riche et de traverser des moments comme ça. On préférait bien sûr que ça ne soit jamais arrivé, mais c'est important parce que c'est dans les moments comme ça qu'on apprend à répondre à ça. Comment j'accueille ? Quelle info j'en retiens ? Comment j'y réponds ? Et c'est la question du sens, en fait, qui est très importante. En fait, c'est surtout la façon dont on se racontera plus tard ce qu'on a vécu. Ça, c'est vraiment extrêmement important. Pour moi, ça, c'est vraiment le cœur de la résilience. C'est j'ai vécu ça, mais qu'est-ce que ça m'a appris ? On peut le voir comme j'ai vécu cet événement difficile, je veux surtout pas qu'il réapparaisse. Ou alors, au contraire, j'ai vécu cette période qui était délicate, qui m'a fait vivre des émotions comme être déprimé par moments, être anxieux, avoir peur, être agacé. Mais qu'est-ce que j'en retire ? C'est surtout ce qu'on se raconte derrière qui est vraiment essentiel pour moi. À ce stade, on peut retenir que la résilience émotionnelle est un processus complexe en plusieurs étapes, que ce n'est pas une sorte de reset, qu'on n'efface pas ce qui nous est arrivé, on reconstruit différemment. Ça n'est d'ailleurs pas quelque chose d'acquis. Les chercheurs s'accordent pour la considérer comme un processus dynamique et évolutif qui n'est pas forcément pérenne ni persistant à toutes les épreuves de la vie. N'est pas non plus résilience le fait juste de s'adapter à une situation nouvelle, désagréable, type confinement. La résilience, c'est la réponse de notre être à un trauma, un véritable trauma ou une succession d'adversités qui nous entraînerait vers un véritable danger psychique, émotionnel, physique, au risque de nous faire disjoncter.
Pour Boris Cyrulnik, nous ne sommes pas égaux par rapport à cette résilience. On parle alors d'une sorte d'équilibre préalable entre des facteurs de protection et des facteurs de vulnérabilité. Parmi les facteurs de protection, on peut avoir un chez-soi qu'on aime, un foyer stable et serein à l'origine, qu'on soit bien entouré, même virtuellement. Parmi les facteurs de vulnérabilité qui pourraient du coup s'accroître dangereusement, ce serait la précarité sociale, un logement exigu, peu sécurisant, de la maltraitance, l'absence de soutien social, familial, etc. Et tout ça conjugué peut en effet être une véritable cocotte minute pour soi. Ce sont ces personnes qui pourraient être extrêmement fragilisées et entamer difficilement en fait ce processus de résilience ensuite, du moins sans être accompagnées. Alors, je reviens sur les émotions. La première étape de la résilience émotionnelle, c'est déjà l'acceptation, l'accueil de nos émotions, quelles qu'elles soient. Vous savez, c'est un peu mon cheval de bataille. Et on va le comprendre par ce témoignage que j'ai eu la chance de recueillir de Sidalia. Chez elle, c'est d'abord son mari qui a eu le Covid, puis elle-même, et puis désormais, parmi ses 3 enfants, c'est sa fille, son aînée, qui est touchée. On va comprendre en quoi les émotions jouent un rôle extrêmement important et sont déjà très importantes à accueillir pour pouvoir être résilient ensuite. Bonjour Sidalia. Bonjour Alice. Alors ça fait plusieurs semaines à présent que votre famille traverse, on va dire, cette épreuve du Covid. Comment ça a commencé et peut-être quelles ont été vos premières émotions? Alors, c'est mon mari qui a été le premier touché par le Covid. Dès qu'il a eu de la fièvre, la panique a tout de suite commencé à la maison parce qu'il a déjà eu une expérience difficile il y a quelques années où il a eu une méningite. En plus, il a quand même une tendance asthmatique aussi. Donc, dès qu'on a compris que les symptômes qu'il avait pouvaient être liés au Covid, on a tout de suite été dans la panique. Et pour en rajouter une couche, quelque temps après votre mari, vous l'avez aussi a priori contracté à votre tour. Qu'est-ce qui s'est passé émotionnellement et physiquement à ce moment-là? Alors, au fait, un jour après, moi, j'ai commencé à avoir des symptômes assez forts, donc une gêne respiratoire, des courbatures, des frissons. Et au fait, cette gêne, je l'avais déjà depuis quelques temps, mais je pensais que c'était lié aux angoisses, parce que vu la situation de confinement, changement professionnel, etc. Donc, on a été aux urgences, et là, ça a été le sentiment de la peur qui a débarqué. Très clairement, j'étais dans la peur, j'avais peur qu'il nous arrive quelque chose, parce qu'à l'hôpital, on nous demandait, la première question, c'était qui pourrait s'occuper de vos enfants si jamais les choses se compliquent pour vous et votre mari. Donc on était dans la peur. Et puis c'était l'inconnu, c'était des douleurs que j'avais jamais eues, cette compression dans la poitrine. En fait, j'avais jamais eu de problème respiratoire. Donc j'étais vraiment dans la peur et peur de mourir. Ma fille a pris le relais. Encore un sentiment de panique qui débarque parce que malheureusement on entend aux informations qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont gravement touchés. Donc pareil, la peur qu'il nous arrive quelque chose, qu'un de nous soit hospitalisé. Donc, mais comme on était déjà moins dans l'inconnu, on a mieux géré nos émotions. Cette épreuve, de toute façon, quand on a peur de la mort, quand on a peur de la maladie, y a plein d'autres émotions qui viennent. Au fait, ça ravive peut-être d'autres peurs. La peur de l'abandon dans mon cas, voilà. Donc, en même temps, c'était, avec du recul, intéressant parce que peut-être qu'il y avait encore un travail à faire sur moi-même et ça m'a permis encore d'avancer d'un pas, de cheminer. Donc, avec du recul, je me dis, bon, voilà, c'était une épreuve, mais elle sera pour moi bénéfique, on va dire, parce que ça m'a permis d'avancer. Comment vous en parlez en famille? Comment ça impacte votre famille? Et puis, comment vous essayez d'être dans cette espèce de résilience un peu obligatoire dès le début pour essayer de mener de front tout ça quand même, parce que vous avez aussi 2 garçons. Oui. Alors, quand j'étais alitée, clouée au lit avec mon mari, il y a eu vraiment une belle solidarité au niveau des enfants. Ils ont pris les choses en main.
Voilà, donc ça c'était beau. Donc moi déjà je trouvais ça positif au fond de mon lit, je me disais c'est chouette. Très vite on s'est plutôt dit qu'on avait de la chance, d'être tous réunis à la maison, que personne n'ait besoin d'être hospitalisé. Donc ça nous a vraiment rapprochés. Et le confinement, de toute façon, comme pour beaucoup de familles, je pense, ça nous a réunis. Et au fait, on a juste conscience que ça nous a réunis positivement. On est content d'être ensemble. L'épreuve du Covid, ça remet aussi les choses en place, dans le sens où on sait où sont vraiment nos priorités. Notre priorité, c'est vraiment d'être en bonne santé et d'être heureux en famille. Voilà. On le comprend avec ce témoignage, la résilience, elle passe donc avant tout par nos émotions, par l'acceptation de nos émotions, je le dirai jamais assez, mais en fait aussi tout simplement par le corps. Avant l'esprit, c'est le corps qui est résilient. C'est le corps qui va passer de l'état de survie à celui de retour à la vie. C'est le corps qui va supporter en premier lieu le traumatisme et qui l'imprime. Et c'est aussi par le corps, du coup, que le travail de libération va pouvoir commencer. On en parle avec Nassiba Bourouche, qui est kinésiologue. Bonjour Nassiba. Bonjour Alice. Alors, première question, pourquoi tout d'abord, dans cette épreuve globale qui nous touche toutes et tous, on ne réagit pas de la même manière dans notre corps? Il est évident qu'à chaque stress que nous rencontrons, à chaque situation à laquelle nous sommes confrontés, notre corps répond. Notre corps répond et il va adapter sa réponse à l'intensité et à la typologie de la situation qu'on rencontre. On va avoir un système nerveux qui va se mettre en route et qui va pouvoir déclencher des réflexes de survie, notamment lorsque on pense qu'on ne va pas être capable de répondre à la situation parce qu'elle est nouvelle, parce que c'est un gros changement, pour X raisons. On rentre dans un schéma de survie et on déclenche tout ce qui va avec physiquement. Être en capacité de partir, de s'enfuir, de crier, tout ça, ça nous échappe et c'est le corps qui réagit. Ce qui se passe avec le temps dans la vie, c'est que on accumule les expériences. En accumulant les expériences, notre corps, lui, accumule les différentes réponses auxquelles il doit avoir recours. Il mémorise tout, il cristallise tout, et il se souvient de tout. Et d'ailleurs, nous, la base de notre travail, en fait, kinésiologue, on interroge le corps pour aller chercher un stress, son origine, et les techniques pour l'apaiser et libérer ce stress. Ça veut dire que, en fonction de notre vécu, de notre histoire de vie, des différents stress et traumatismes qu'on a pu connaître, eh bien la réponse elle est différente selon chacun d'entre nous. Le fait qu'on soit tous uniques et inégaux dans la réponse, ce qu'on vient d'aborder ensemble, c'est une certitude, mais il y a aussi quelque chose qui est universel. Voilà, on a là des facteurs communs à tous qui peuvent tous nous toucher, quoi qu'il arrive face à cet événement-là si particulier. Le premier facteur, c'est le fait qu'on soit isolé physiquement des autres. En fait, physiquement, on a ce besoin, nous, êtres humains, d'être en contact avec l'autre. On a besoin de toucher, on a besoin d'échanger et on a besoin d'un contact charnel avec les autres. Ça, c'est un besoin vital, c'est un besoin nourricier, c'est essentiel pour nous. Et aujourd'hui, eh bien, on nous en prive. Le deuxième point, c'est qu'on est une génération, on n'a pas connu de pandémie, on n'a pas connu de guerre. Il y a des souvenirs de générations au-dessus de nous, mais nous, personnellement, nos corps n'ont pas connu ça. Ce qui fait qu'on retombe dans le schéma dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire situation inconnue, vais-je savoir être confronté à ça, et en cas de doute sur cet inconnu, eh bien, on retombe sur des réflexes de survie, un système nerveux qui vient essayer de nous sauver et de faire en sorte qu'on affronte la tempête et qu'on puisse en ressortir à minima vivant et en bonne santé. Alors, le thème évidemment de cette vidéo, on en parle depuis le début, c'est la résilience. Pourquoi et comment, et on le comprend en fait, cette résilience peut déjà naître en nous par le corps avant de travailler par cette étape de conscientisation des choses? L'essentiel pour moi, à mon sens, et c'est aussi ce sur quoi je travaille au quotidien, c'est de rester à l'écoute de ce corps. Notre corps ne joue pas contre nous.
ça n'est pas notre ennemi, même si c'est désagréable, même si on a l'impression qu'il va nous ralentir, même si on a l'impression qu'il ne va pas dans le sens qu'on aimerait suivre, et voilà, qui ne fait pas ce qu'on attendrait de lui. En réalité, il fait précisément ce qu'on attendrait de lui, c'est-à-dire qu'il nous permet de nous maintenir en vie. Il nous permet de tenir le coup, de tenir le choc et d'affronter correctement et de rester structuré malgré la puissance du traumatisme et de l'événement qui nous entoure et qui entoure nos proches, puisqu'on est tous aussi très liés. Donc en fait, notre corps est réellement notre ami, il est réellement notre allié, et les messages qu'il envoie sont, je dirais, les plus justes, les plus précis, les plus adaptés à la situation, pour nous, personnellement. Pour l'étape d'après de la résilience et la résilience par le corps. Je sais que la kinésiologie est une approche pluridisciplinaire, donc, et on le comprendra bien, il n'y a pas une manière d'entrer dans cette résilience, mais est-ce que vous pourriez nous donner aussi quelques conseils là-dessus et puis peut-être nous renvoyer vers des choses un peu pratiques à faire nous-mêmes tant qu'on est confinés? Oui, alors c'est vrai qu'on est limité pour avoir de l'aide extérieure sur notre corps et travailler avec le corps, nous, en ce moment, en confinement. Donc pour ce qui est je dirais, de prendre soin de son corps, d'être à l'écoute de son corps, nous, en tout cas, kinésiologues, on a créé une page Facebook. Alors c'est assez simple d'accès, c'est assez accessible. Ça nous permet de partager avec les gens des conseils, des astuces qu'on peut mettre en place au quotidien pour libérer le stress, pour apaiser certaines zones qui sont très sensibles et qui sont souvent des zones très réactives en cas de grosse angoisse, en cas de panique. Donc c'est toujours intéressant. Il y a des choses aussi à transmettre aux enfants. Il y a des petites techniques qu'on peut essayer de faire avec ses enfants pour apaiser aussi en cas de questionnement ou d'angoisse trop intense. Et puis plus tard, évidemment, dans un second temps, c'est sûr que, en tant que kinésiologue, je ne peux que recommander le recours à de futures séances de kinésiologie, mais il y a énormément de thérapies qui peuvent exister, qu'elles soient effectivement cognitives ou corporelles, en fonction de chacun. Je crois que ce qui est important, c'est d'aller expérimenter, d'aller en fonction de son intuition, d'aller voir quelle est la méthode qui permet le plus de libérer et de poser les bagages, en tout cas de déminer lorsqu'il y a beaucoup de choses qui ont été accumulées et qu'on a besoin de libérer tout ça. Un travail qui viendra dans un second temps qui sera d'assimiler ce vécu, pour revenir sur l'analogie, d'assimiler ce qu'on a vécu pour être suffisamment fort sur soi et justement résilient pour être en capacité de se dire ok, je suis en capacité d'affronter ce qui va se passer, je connais ce qui s'est passé, moi, mon corps, mon esprit, tout mon être est en capacité de vivre cette situation, ce qui fera que si ça se reproduit, notre réaction et notre réponse ne sera pas de l'ordre de la survie ou d'un stress incontrôlé, mais de l'ordre de quelque chose de plus posé, de plus naturel, de plus acquis, et donc beaucoup moins douloureux. Le principe même de la résilience. Merci beaucoup Nassiba pour vos explications. Avec plaisir Alice. Avant de conclure, j'aimerais donner une dimension peut-être encore plus sociétale à la résilience, en prenant l'exemple du corps soignant. Le corps médical, il est déjà dans ce processus de résilience, alors peut-être par choix, mais peut-être même plutôt par nécessité vitale. Une sorte de résilience militaire face à la situation, mais en blouse blanche. Et j'aimerais qu'on écoute ce témoignage que j'ai eu la chance de recueillir de Claire, qui est infirmière anesthésiste en réa à l'hôpital Cochin. Bonjour Claire. Bonjour Alice. Alors vous êtes infirmière anesthésiste à l'hôpital Cochin depuis 2003. Comment vous gérez déjà votre quotidien et vos émotions au quotidien? Alors au quotidien, on va dire qu'on s'adapte à la situation. Je pense qu'on est tous à peu près, on a tous une émotion, enfin une ligne de conduite dans l'équipe, c'est qu'on essaye toujours de pas ramener ce qu'on a à la maison et de venir travailler dans la bonne humeur, même si voilà, souvent c'est pas facile, mais en tout cas c'est une des lignes de conduite auxquelles on s'attache parce que les gens ont besoin d'avoir en face d'eux
des soignants qui sont énergiques, qui sont dynamiques et qui véhiculent de la joie, même si c'est pas facile et qu'il y a des jours plus joyeux que d'autres. Mais d'une manière générale, en tout cas, on s'attache à ça et même si on est fatigué, même si on n'a pas forcément envie de sourire, eh ben on joue peut-être un rôle, mais on essaye en tout cas tout au long de la journée de se tenir à ça. Il faut s'attacher à continuer à rester humain dans des contextes d'urgence. Alors avec ce qu'on traverse là actuellement, qui est effectivement une catastrophe sanitaire, on fait encore plus attention à ça. Mais j'ai envie de dire que instinctivement, aujourd'hui, tous les gens, que ce soit de l'agent de surface, de ménage, de l'infirmière, au médecin, au chef de service, ce qui fait de cette crise une espèce de force, nous on y puise notre force, c'est qu'on est tous dans le même bateau, on est tous d'horizons différents, il n'y a plus d'équipe, on est tous mélangés. Quotidiennement, jour, nuit, garde, week-end, on travaille toujours avec des gens différents et on se connaît même pas, pas tous. Et c'est ce qui fait aussi la richesse de ce moment parce que nous on se nourrit de tout ça et c'est ce qui en tout cas dénote aujourd'hui par rapport à la gravité de la situation et à la souffrance qu'on rencontre parce que c'est une maladie qui est différente. C'est un virus qui isole. Et ça c'est la grande particularité du coronavirus, c'est que d'habitude on gère aussi les familles. Or là, il n'y a plus de famille, il n'y a plus de visite. Il y a une équipe, un patient en isolement avec effectivement tout ce qui va derrière, l'uniforme, le fait d'être obligé de s'habiller, qui peut être un peu et qui est impersonnel, et à nous de le transformer pour justement être encore plus vigilant et apporter en peu de temps, parce qu'on reste environ dans les chambres une demi-heure, le temps de faire les soins, mais en tout cas que cette demi-heure, elle puisse un peu rebooster et qu'on puisse qu'on s'attache à l'essentiel et qu'on ait un vrai lien avec les gens qu'on prend en charge. Ça, c'est une grande différence par rapport à un autre contexte. Mais cette force, en tout cas, on l'a dans l'équipe et ce soutien, on l'a tous ensemble de manière interprofessionnelle, tous à une échelle différente. Je crois que c'est ce que constatent peut-être pour la première fois les millions de Français qui sont juste là à vous regarder, alors effectivement à vous applaudir tous les soirs, mais au moins à vous regarder, à constater à quel point le corps médical est fort et résilient, mais la résilience, elle viendra aussi peut-être par la suite, en fonction de ce que nous et de ce que l'État fera pour ses soignants après, parce que on le sait, certains en sortiront évidemment fiers, et j'espère que tous en sortiront fiers et reprendront peut-être un quotidien doucement en se disant qu'ils ont été utiles et qu'ils ont été là. D'autres en sortiront plus vulnérables, et puis d'autres en sortiront malades, parce qu'on c'est ce qu'on se disait, c'est qu'il va y avoir cette vague aussi de soignants malades. Est-ce que ça, vous en parlez avec vos collègues, ou est-ce que pour le moment vous essayez écoutez, non, on n'y pense pas parce qu'on n'a pas le temps de penser à ça et qu'encore une fois, on s'attache à l'essentiel, prendre soin. Après, j'ai envie de vous dire que tous les soignants sont plus que touchés par cet élan de générosité et parce qu'on n'en a pas l'habitude. C'est la première fois qu'on sort un peu de l'ombre, que quand on sort de 12 heures de réanimation, d'ailleurs, quand ce mouvement de solidarité a été instauré, moi, mes collègues me disaient, c'est curieux, je suis sortie ce soir et j'ai vu que tout le monde applaudissait sans avoir eu le temps d'être au courant qu'il y avait ce mouvement qui était en train de naître, mais parce qu'on ne s'y attendait pas, parce que nous, de toute façon, on est toujours dans l'ombre et on nous demande de faire du mieux possible, avec toujours des problèmes de matériel, des horaires, pas de moyens, on ferme des lits. Mais ça, c'est tellement notre quotidien que il n'y aurait pas eu le coronavirus, on continuait comme ça de toute façon, à prendre soin de malades qui sont dans des états gravissimes et puis à réconforter. Et ça, c'est valable dans n'importe quel service, les urgences ou des services de soins où vous avez que 2 infirmières pour 40 malades.
et tous ces chiffres jusqu'à cette crise sanitaire, ça n'a pas interpellé qui que ce soit, ou en tout cas. Donc oui, moi je dis merci parce que c'est dans ce soutien de toute la population qu'on trouve aussi notre énergie, de repartir travailler, et que c'est une vraie force, et cette chaleur, elle fait du bien. De toute façon, ce combat, on va le mener comme on en a mené d'autres, sauf qu'à la différence, celui-là, il va durer. Et moi, je reste convaincue qu'on va gagner beaucoup sur le plan des rapports humains. Après, il va falloir se reconstruire. De toute façon, on vit au jour le jour, comme tout le monde, même d'heure en heure, on s'adapte, on fait face, on donne le meilleur de nous-mêmes. Et puis après, demain, on verra. Et on aura, je pense, quand même encore un peu de force pour se réorganiser et puis retrouver un semblant de quotidien. Enfin, voilà. Mais oui, il faut que de ce qu'on traverse aujourd'hui, il faut effectivement que on se pose des vraies questions et que effectivement on soit récompensé. C'est pas tout d'applaudir, mais même si vraiment ça fait chaud au cœur, je pense que maintenant c'est une évidence que les gens à l'hôpital ne sont pas payés en fonction de toute l'énergie et toutes les qualifications qu'ils ont. Et comme vous dites, peut-être que ressortira au moins de cette catastrophe sanitaire la lumière sur ce que vous faites pour nous au quotidien, pour tous les Français, et peut-être que ce sera peut-être une conséquence positive, et on s'occupera enfin de vous après que vous soyez tant occupés de nous pendant ces semaines et ces mois. Merci beaucoup, Claire. Je vous en prie, merci à vous. Bon courage. Merci beaucoup, au revoir. Alors, il est difficile de conclure sur la résilience émotionnelle et plus globalement sur la résilience en tant que telle, tant il y a encore des tonnes de choses à dire, mais j'espère que déjà ça vous aura donné un éclairage. Il est aussi difficile de conclure sans paraître un peu donneuse de leçons, mais je partage avec vous voilà, ce que j'ai aussi au fond des tripes. Je suis convaincue qu'à l'échelle de notre communauté, on pourrait vraiment aspirer à cette notion de résilience, dans le but de ne pas répéter les schémas qui nous ont quelque part conduits inexorablement jusqu'ici. Et je ne parle pas uniquement du Covid-19. Faut pas se voiler la face, nous sommes toutes et toutes responsables à notre échelle, mais on a aussi du coup tous et toutes un rôle à jouer à notre échelle. Je dis pas que je sais de quoi il s'agit, hein, j'ai moi-même pas du tout les réponses, mais je suis nourrie notamment par l'espoir, et d'ailleurs c'est une belle émotion en soi pour accompagner cette résilience émotionnelle. Et dernière chose, une part qui est fondamentale du coup de la résilience émotionnelle réside en l'autre, le soutien familial, amoureux, social. Alors même si on ne peut pas serrer dans nos bras nos proches ou les embrasser ou faire ce fameux apéro qu'on attend tous, on peut déjà se dire qu'ils sont là, qu'ils sont accessibles, qu'ils sont dans nos pensées, qu'on est dans leur cœur, et c'est déjà beaucoup. Pour finir, j'ai moi-même un souhait, celui d'apprendre à accueillir et à écouter nos émotions. C'est une force dont nous pouvons toutes et tous nous servir. C'est peut-être ce que notre génération apportera en plus au monde de demain, en tout cas je l'espère. Pour ma part, je n'aurai pas le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine, car il est temps pour moi de m'écouter justement. Dans quelques semaines, je mettrai au monde un petit être, et donc je dois à présent me laisser un peu de répit, et laisser du temps aussi pour qu'on se prépare à cette aventure, il paraît, de dingue. J'espère en tout cas que ces quelques vidéos vous auront apporté des clés, et je peux vous assurer que je reviendrai très très vite pour continuer à vous parler des émotions. À bientôt, d'ici là, prenez soin de vous et restez chez vous.